Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uturi et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui permet aux avocats de prendre le pouvoir. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que ceux-ci gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats pour qu'ils nous parlent de leurs conseils. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Barillas, cofondateur et CEO d'Oversea, la startup qui a pour objectif de simplifier et d'optimiser le transport international. En seulement 4 ans, la jeune pousse a commencé par lever près de 2 millions d'euros avant d'annoncer il y a peu une prise de participation majoritaire du groupe Bolloré. Je laisse donc place à ma conversation avec Arthur et vous souhaite une très bonne écoute. Arthur Barillas, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Salut Jérôme. Merci de me recevoir ici dans les beaux locaux d'Oversea, dans le plus strict respect des règles sanitaires évidemment. Arthur, tu es CEO et cofondateur d'Oversea, qui est une start-up qui a pour objectif de simplifier et d'optimiser le transport international, qui vient de se rapprocher il y a peu du groupe Bolloré. Donc très belle trajectoire. Arthur, avant qu'on puisse parler d'Oversea, de ton parcours et de ta relation aux avocats, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu faisais avant Oversea en 2 minutes? Avec plaisir Jérôme. Qu'est-ce que je faisais avant Oversea? Diplômé d'HEC 2017. Mmh. C'est là-bas que je rencontre deux de mes cofondateurs, Mathieu et Brieux. C'est aussi d'une certaine façon via HEC que je rencontre Georges et Antoine qui sont mes 2 autres cofondateurs. Donc on cofonde Oversea à 5. Avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait j'ai eu des expériences différentes dans le paiement en ligne, dans l'assurance et dans le conseil en stratégie. Et insatisfait de toutes les expériences de stage que j'ai eues avant, j'ai voulu monter une boîte. Je me suis rapproché des gens les plus intelligents que je connaissais et les plus sympas, qui sont du coup mes associés maintenant. Et que par ailleurs, pour la petite histoire, j'ai rencontré au rugby à HEC. Et on s'est lancé en dernière année de master à HEC avec Oversea. Et 3 ans et demi plus tard, on est un peu plus de 55 dans la boîte. On sera une centaine d'ici la fin de l'année. Et on se développe très vite. On a la chance d'avoir une belle trajectoire. Superbe histoire. Donc lancé directement dans l'entrepreneuriat à la sortie d'HEC. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement ce qu'est Oversea, quels sont les enjeux de la boîte? Ouais. Peut-être pour commencer, il faut se rappeler que sur le transport international de fret, donc le transport de marchandises, il y a 3 types d'acteurs. Il y a ceux qu'on appelle les transporteurs, donc les gens qui possèdent les actifs de transport. Ça, c'est les compagnies maritimes, les compagnies aériennes, les transporteurs routiers, etc. De l'autre côté, il y a ceux qu'on appelle les chargeurs, qui sont les entreprises qui importent ou exportent, qui, elles, ont des besoins de transport, globalement 300 000 entreprises en France, etc. Des gens avec lesquels on travaille, par exemple, c'est Vinci, Caudalie, Cowboy, la marque de vélo, etc. Donc, des gens qui ont des besoins d'import-export. Et en fait, ces 2 acteurs-là, ils ne travaillent pas directement ensemble pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est très complexe de gérer une supply chain internationale parce que c'est des acteurs comme la douane, des transports routiers, maritimes, aériens, beaucoup de coordination de métiers différents. Et donc, très souvent, les entreprises importatrices ou exportatrices font appel à ce qu'on appelle des third-party logistiques, donc des 3PL ou des commissionnaires de transport qui vont coordonner en leur nom les opérations de transport international. Donc ça, c'est notre métier. Notre façon de faire ce métier-là, elle est assez différente de la façon traditionnelle. C'est d'apporter à nos clients une interface et des produits technologiques qui vont simplifier au maximum leur gestion des sujets de transport, qui vont améliorer l'expérience via du tracking et de la visibilité en temps réel. Et en parallèle de ça, on met en place beaucoup de technologies internes pour optimiser la gestion des opérations et arriver à délivrer une expérience exceptionnelle du service qu'on essaye de créer au niveau des standards du SaaS dans certaines industries comme la paix, les bénéfices clients, etc. Donc voilà, et encore une fois, pour donner quelques chiffres, on est un peu plus d'une 50aine chez Oversea, 100 d'ici la fin de l'année. On a un peu plus de 500 clients répartis dans une 40aine de pays.
On espère ouvrir d'ici la fin de l'année une filiale aux US. Super. Et voilà, on se développe très vite parce qu'on a la chance d'avoir des clients exceptionnels justement. Super. Donc typiquement ce qu'on appelle une start-up, c'est-à-dire ces entreprises innovantes, digitales, qui se développent aussi grâce au levée de fonds. Vous avez levé des fonds chez Oversea? Oui, on a levé des fonds pour la première fois en début 2019, janvier 2019. Un peu moins de 2 millions avec des acteurs du venture capital, donc Kima qui est le fonds de Xavier Niel, F3A qui est le fonds equity de la BPI, et ensuite beaucoup de business angels qui ont investi chez nous. Donc on a fait ça pendant à peu près 2 ans et on a annoncé en début d'année un partenariat capitalistique avec le groupe Bolloré. Félicitations. Merci, qui vient nous aider à accélérer notre développement tout en restant indépendant. Très important pour nous de préciser les deux. Et donc là, on sort d'un schéma, on était dans un schéma qu'on peut qualifier de venture capital au début et qui est aujourd'hui un schéma de financement un peu plus industriel, même si l'objectif et la vision restent la même, à savoir créer un champion français sur le marché du transport et de la logistique technologique à horizon 2025. Donc c'est un beau challenge. Super intéressant, parce que vous faites partie du coup des acteurs donc, qui intéressent beaucoup nos clients, parce que, il faut le dire, dynamique, et puis il faut aussi être honnête, assez à la mode, en tout cas en termes d'entité, ce qu'on appelle les startups. Donc ça va être intéressant de parler un peu des réalités des startups face à ce que peuvent leur apporter les avocats. Est-ce que tu te souviens de la première fois avec Oversea que vous avez fait appel à un avocat? Oui. La toute première fois où on a fait appel à un avocat, c'était au moment même avant la création de l'entreprise. D'accord. Notre tout premier contact avec un avocat, c'était le cabinet Lexing Bensoussan, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Alain Bensoussan. Ouais, qui avait mis en place quelque chose que je trouve génial, qui était un package gratuit à destination des gens qui créent leurs entreprises. C'était une forme de mécénat de compétences juridiques qui gratuitement mettait à disposition de futurs créateurs d'entreprises des ressources soit écrites, soit du temps homme du cabinet pour accompagner la création d'entreprises. Et donc on avait eu le vent de ce partenariat-là par un copain qui avait monté une boîte et qui avait bénéficié de ça. Okay. Et en fait, le schéma était plutôt bien fait parce que, disons que pour créer l'entreprise, le package était gratuit. Et sur les besoins d'accompagnement futur, c'était payant, ce qui a le mérite de à la fois arranger la start-up au début et de la faire payer quand elle peut payer. Ouais. Et d'un autre côté, donc c'était assez réciproque comme création de valeur et ça nous a bien aidé au début pour la création des statuts de l'entreprise, pour la gestion de toute une série de sujets assez early dans l'histoire de l'entreprise. Ok, donc un produit d'appel gratuit particulièrement utile à cette période où j'imagine tu n'avais pas vraiment de budget. Ouais. Et le but était donc de continuer après sur un accompagnement payant, tu l'as dit. Est-ce que ça a été le cas? Oui, alors ça a été le cas. On a été accompagné encore un peu par le cabinet Lexing un tout petit peu après la création de l'entreprise. Ce qui est important de préciser, c'est que nous, la société, on l'a créée, on est 5 associés en mettant 2 000 euros chacun. D'accord. Donc, ce qui était à savoir 150% de nos économies de l'époque. Donc, voilà, donc nous, on était très très attentifs à évidemment la façon dont on dépensait le capital au tout début. Donc ça, c'était génial pour nous de nous dire on est accompagné au début et on paye plus tard. Donc ça a été très utile. Après, c'est poser une deuxième réflexion que nous, on essaie toujours d'avoir, c'est de se dire, on essaye de penser plutôt moyen-long terme, et on s'est dit, en fait, quel va être le cabinet qui va nous... Enfin, on avait une vision assez claire de ce qu'on voulait créer, on savait qu'on allait lever des fonds, on savait qu'on voulait écrire une histoire à 5-10 ans et créer une belle boîte, et on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas intérêt à être accompagné dès le début par des gens qui pourront nous suivre sur la suite de l'histoire? Donc très rapidement, on s'est mis en tête d'aller comparer ce qu'on pouvait avoir chez Lexing Bensoussan avec d'autres cabinets d'avocats. Et là-dessus, on a fait ce que font, je pense, beaucoup de startups. On s'est renseigné autour de nous, auprès de notre famille, réseau immédiat, et aussi de copains qui montaient des boîtes. On leur a dit avec qui tu travailles, pourquoi, comment, etc. Et c'est un peu comme ça qu'on en est venu à rencontrer les deux cabinets avec lesquels on travaille aujourd'hui, qui sont le cabinet McDermott, Will Emery pour tous nos sujets, je dirais, relativement complexes et nommément
3 gros sujets. Le sujet de la levée de fonds de seed, donc de notre toute première levée de fonds qu'on a réalisée avec McDermott. Le sujet qui était le plus complexe de réalisation de l'opération d'acquisition d'une partie majoritaire du capital par Bolloré, qui était un très 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 gros morceau à gérer avec nos avocats. Et ensuite les sujets d'émission de BSPCE et je dirais des instruments qu'on peut mettre à disposition, enfin qu'on essaye d'utiliser pour inclure nos collaborateurs dans le succès de l'entreprise. D'accord, très intéressant cette utilisation de 2 cabinets, on va y revenir. J'aimerais juste te poser une question. Donc, tu as cherché d'emblée un cabinet d'avocats ou des cabinets d'avocats capables de t'accompagner sur toute la durée de l'entreprise, en tout cas de la vision que tu en avais à l'époque. Quels étaient tes critères principaux? Donc, tu as dit que tu avais demandé vraiment à ton réseau proche, entrepreneur, famille, mais quels étaient tes critères de choix principaux là-dessus? Ouais, alors le premier critère, c'était est-ce que vous savez faire ce qu'on va faire? Donc déjà, nous, on cherchait des références en levée de fonds seed côté fondateur. Donc il y a toujours évidemment 2 côtés dans de l'accompagnement juridique et dans la réalisation de transactions. Et nous, on cherchait des gens qui avaient un savoir-faire côté fondateur parce que côté fonds, c'est pas la même chose, etc. Donc première chose qu'on cherchait, et là-dessus, on s'est à la fois orienté par les recommandations de certains de nos amis qui nous disaient moi je travaille avec Auric, je travaille avec Gide, que sais-je, etc. ou bien d'autres cabinets. Bold aussi, avec lesquels on travaille aussi. Et ensuite, on s'est dit, il y a 2 autres sujets. On s'est dit, on veut des gens qui ne soient pas nécessairement exclusivement venture capital, parce qu'on s'est dit, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'une entreprise et aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de savoir-faire sur la levée de fonds. Peut-être que demain, on aura envie d'avoir des gens qui ont aussi l'épaisseur de nous accompagner sur d'autres sujets. Voilà. Et donc, nous, on s'était dit, c'est mieux si on sent qu'il y a un savoir-faire qui va au-delà du venture, même s'il y a évidemment une expertise venture. Et il y a un deuxième élément qui est évidemment super important pour nous aussi, c'est 2 autres éléments. La relation personnelle qu'on entretient avec les gens qu'on rencontre, l'investissement qu'on sent chez eux, la volonté de nous accompagner. Et là-dessus, on a eu à la fois beaucoup de chance ou beaucoup de flair, mais je pense que c'était pas mal de chance parce qu'on a toujours du mal à mesurer ça. Et dernière chose qu'on voulait, c'était aussi, je dirais, une forme de recommandation ou disons le fait de pouvoir nous dire, on connaît des gens qui ont bossé avec eux, qui sont capables de nous faire des recommandations averties et qui ont vu d'autres choses qu'une levée de fonds ou qui ont eu peut-être des opérations plus complexes, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été la conjonction du coup la rencontre de Diana chez McDermott et aussi de recommandations familiales qu'on a pu avoir, de gens qui avaient travaillé avec eux sur des sujets qui étaient très complexes et qui nous a rassurés en nous disant si c'est des gens qui savent à la fois faire du venture avec lesquels on a un fit personnel et de confiance très fort et qui en plus savent faire des choses qui sont assez complexes et qui peuvent sortir du cadre du venture, allons-y. Donc, c'est drôle parce que tu parles effectivement de la recherche d'une expertise et tu parles surtout de la recherche d'une expertise en venture capital et d'autres d'ailleurs, parce que tu disais que l'avenir était ouvert, mais peu finalement par rapport à ton secteur. C'est quelque chose qui n'était pas très important pour toi que l'avocat ait une expertise sur ton secteur spécifiquement? Honnêtement, on l'a vraiment pas du tout cherché parce que de notre point de vue, en tout cas ce qu'on cherchait pour l'accompagnement sur l'opération de seed et sur les autres opérations qu'on avait prévues, c'était vraiment un savoir-faire dans la rédaction d'un pacte d'actionnaires, dans la négociation des clauses, dans la gestion du rapport de force avec les fonds et les autres actionnaires. Et ça, c'était extrêmement important pour nous parce qu'on est des primo-entrepreneurs. On fait évidemment confiance avec les gens avec lesquels on s'associait, mais on avait besoin d'avoir une lecture critique de ces sujets-là. Et on préférait largement des gens qui sachent faire ça et qui connaisseraient nos transports que des experts du transport. Et ça. D'autant que sur les sujets de transport, on avait aussi d'autres façons, je dirais, d'être conseillés. Certains de nos actionnaires étaient déjà à l'époque opérés dans le monde du transport avec des directions juridiques. Donc on s'était dit, sur des points très spécifiques, on pourra se faire accompagner pour les sujets de transport. En revanche, c'est plus important pour nous de se dire... on a confiance sur les aspects stratégiques de stratégie juridique, disons, avant tout. D'accord, très clair. Donc des spécialistes, mais surtout des spécialistes de tes enjeux, en fait, de levée de fonds, etc. Ok, très clair. Très, très clair. Et concrètement,
du coup, tu cibles ces cabinets-là par ton réseau et comment ça se passe? Tu les appelles, tu regardes leur site, qu'est-ce que tu fais? Ouais, alors on est mis en relation avec différentes personnes D'accord. et on fait quelques rendez-vous. Honnêtement, on n'a pas fait tant que ça. Ouais. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un fit très rapide avec McDermott Ouais. parce qu'on trouve un track record sur la gestion d'opérations de seed. On trouve des recommandations très fortes à la fois de nos investisseurs et encore une fois d'autres gens dans notre cercle familial. Et on trouve des gens qui nous paraissent très sérieux, qui nous paraissent investis aussi vis-à-vis de leurs clients, alors qu'on est même aujourd'hui, on n'est pas du tout leur préoccupation principale, j'imagine, mais Ouais. on trouve un sens de l'accompagnement qui est important quand nous on monte une boîte en se disant en fait si on est le client qui est traité tout en bas de la pile, ça va être un peu compliqué pour nous. Et donc on trouve ça. Et ensuite, on compare, peut-être, je ne sais même plus si on avait comparé les honoraires, etc. Mais on se fait assez vite un avis en se disant, bon, on se sent très à l'aise avec eux, on pense qu'ils ont toutes les qualités requises, allons-y quoi. Tu as négocié les honoraires? Oui, de mémoire, on les a un peu négociés. Après, c'est toujours un exercice, je dirais pas périlleux, mais en tout cas, on dit toujours à nos clients qu'il faut acheter de la valeur. Donc on leur dit en permanence, écoutez, on n'achète pas un coût, quoi, on achète une valeur. Enfin, en tout cas, disons que ça nous paraît être une façon plus intelligente d'acheter de la valeur que d'acheter du prix, quoi, ou un coût. Donc on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes. Et deuxième chose qui est très importante pour nous aussi, c'est on a une mentalité d'acheteur chez Oversea, donc on négocie les choses, on essaie de trouver un équilibre qui nous convient. Et d'un autre côté, on comprend aussi qu'il faut trouver une forme d'équilibre avec le cabinet d'avocats parce que déjà, évidemment, il faut que chacun gagne sa vie. Et deuxième chose, on n'est pas non plus, on est assez pragmatique et on se dit, en fait, si on amène les gens hors de leur zone de confort et que l'équation économique, elle ne marche pas pour eux, bon, ça ne va pas le faire. Et nous, notre stratégie, ça a toujours été, qui a aussi par ailleurs été la stratégie de McDermott, c'était de dire, on fait un peu de ce qu'on appelle du pay it forward. Donc on dit, aujourd'hui, on n'a aucun mal à contribuer à hauteur de ce qu'on peut aux honoraires, à la rédaction du pack de seed, etc. Et McDermott avait fait aussi beaucoup d'efforts pour être compétitif pour nous. Et nous, on leur a toujours dit, la boîte va grandir. Notre intérêt à tous les deux, et ça on s'est toujours très bien compris, c'est le moyen et le long terme. Parce qu'aujourd'hui, les honoraires que vous allez nous facturer en seed, c'est dérisoire pour vous. En revanche, à mesure que la boîte grandit et que vous nous connaissez, qu'on se connaît, que vous êtes aussi des interlocuteurs de confiance, les enjeux juridiques vont augmenter. Et la preuve que c'était, à mon avis, un bon pari pour eux, c'est qu'on a eu d'autres opérations beaucoup plus complexes sur lesquelles ils nous ont facturé des frais plus importants, ce qui est logique, et qui, je pense, font qu'à la fin, c'est intéressant pour eux. Tu as réussi à montrer au cabinet d'avocats que travailler avec une start-up, c'était forcément un pari d'avenir. Finalement, mieux valait parier sur des honoraires plus importants et des missions plus complexes à l'avenir que d'essayer de facturer cher des missions tout de suite. Ouais, c'est exactement ça. Et par ailleurs, c'est ce que je conseillerais aux fondateurs et au cabinet, c'est de dire évaluons ensemble le potentiel de croissance et en tout cas le potentiel au-delà de la transaction, parce que de la même façon que je pense que les avocats ne sont pas intéressés par de la pure transaction et du one-off, les fondateurs aussi, non, on n'est pas là pour… Il n'y a aucun intérêt. Il y a peu d'intérêt, on a envie d'être suivi par les mêmes personnes, on a envie puisque les avocats nous font aussi beaucoup progresser, et on a envie de gens, et c'est un des sujets sur lesquels je trouve qu'on est très bien accompagné aujourd'hui, que ce soit par Bold ou par McDermott, mais on a aussi besoin de progresser, on a besoin d'avoir des gens pédagogues en face de nous, qui soient capables de nous inculquer quelques points très importants je dirais de négo, de compréhension de certains concepts juridiques, pour que nous, on soit aussi outillés pour l'avenir et qu'on ait une grille de lecture informée sur les sujets qui peuvent se présenter. Et on s'est dit, on préfère travailler avec des gens sur lesquels on réfléchit à la collaboration à 5 ans, en s'assurant qu'évidemment ça marche des deux côtés, mais on préfère avoir des gens comme ça, qui en plus vont nous faire grandir avec eux, plutôt qu'aller chercher de la transaction et du prix moins cher à chaque opération. Ok, très clair. Tu dis bien que la relation avec les personnes au sein du cabinet d'avocat est importante, mais dans les quelques profils qui sont passés dans ce podcast-là, tu es le premier à vraiment parler de cabinet d'avocat en tant qu'entité. Tu vois, tu parles de McDermott, tu parles de Bold. Ceux que j'avais interviewés auparavant parlaient d'associés, de maîtres, etc.
Toi, tu vois plus ta relation avec un cabinet d'avocat qu'avec un associé au sein de ce cabinet? Alors, c'est une bonne question. Les marques, au fond, ça nous intéresse que moyennement, hein. Ouais. Pas de sympathie particulière pour McDermott, pour Gilles Auric ou que sais-je. D'accord. Pourquoi est-ce que je parle de cabinet? Parce que on s'est rendu compte, et je pense que c'est la vérité, c'est que les avocats travaillent jamais tout seuls. Mm. Et nous, en tout cas, on a été suivis par une équipe. Ouais. Évidemment, notre associé, c'est Diana, de chez McDermott. On a travaillé avec Maxime. On a travaillé avec d'autres gens de chez eux. Et pour nous, c'est important aussi de mettre en avant le fait que, en tout cas, nous, on a été accompagnés par une équipe et pas juste par un associé ou une associée. Parce qu'au fond, il y a énormément de travail qui a été fait sur la rédaction des docs, sur la négociation, sur le suivi, etc. Et ça, chez nous, ça n'a pas été fait tout seul. Donc, c'est aussi une façon de rendre hommage à un travail collectif et pas juste le travail d'un avocat en particulier. C'est l'équipe de Diana et Maxime. On Exactement. peut dire leur nom de famille d'ailleurs? Ouais, Diana Hund et Maxime, j'ai peur de dire des bêtises. Je te retrouve ça tout de suite. On va le retrouver. Et du coup, c'est intéressant. Tu as parlé tout à l'heure de finalement Maxime Fradet, pardon. Maxime Fradet, oui, tout à fait. Tu as parlé tout à l'heure de deux cabinets d'avocats, de McDermott, de Bold, qui avaient chacun finalement une utilité spécifique pour Oversea, en tout cas des tâches spécifiques à remplir avec Oversea. Comment est-ce que tu articules ta relation avec ces deux cabinets? Pourquoi deux cabinets? Alors pour le coup, c'est assez simple. C'est un mélange. En fait, c'est deux besoins très spécifiques, des besoins techniques, des besoins très techniques avec un fort sujet d'expertise sur des sujets notamment de négociation. Donc ça, c'est le sujet de CID, même si c'est quand même dans des enjeux différents, et le sujet de la négociation de l'acquisition d'une part majoritaire du capital par Bolloré. Ça, c'est des sujets qui sont, en fait, c'est des sujets de haut de bilan, donc c'est des sujets assez complexes sur lesquels il y a de la négociation avec un cabinet d'avocats en face, des banquiers d'affaires, ça ne s'invente pas non plus, qui était par ailleurs un sujet sur lequel McDermott et Diana en particulier avaient beaucoup d'expérience. Alors sur tous ces sujets-là, on va utiliser McDermott, et ensuite il y a des sujets qui sont des sujets, je dirais, plus dans la vie de la start-up, qui sont des sujets peut-être plus liés au droit en tant que tel et moins liés à la négociation, disons. Je pense à la rédaction de contrats de travail, je pense à tous les sujets de droit du travail, à des sujets qu'est-ce que ça peut être, de politique employeur, etc. Donc des sujets, je dirais, de la vie plus quotidienne de la start-up sur lesquels nous, on avait identifié Bold. Et il se trouve que Bold a mis en place un système qui nous intéresse beaucoup, qui a un fee mensuel fixe pour une forme de hotline juridique. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous, on a une question pour Bold, que ce soit sur le recrutement, le licenciement, que sais-je, la rédaction d'un contrat de travail, je dirais le panel juridique assez large de la vie d'une start-up, on a accès à des gens rapidement qui sont professionnels, qui sont experts de certains sujets, encore une fois, de droit social, etc. Et ça nous va très bien d'avoir des gens sur lesquels on peut compter dans des moments stratégiques, mais qui ne se présentent pas tous les jours, et d'avoir une forme d'avocat de proximité, je dirais, qui nous accompagne sur des sujets plus quotidiens. Ça, c'est un sujet intéressant. Je vais pas creuser parce qu'on a beaucoup de clients qui nous interrogent sur la pertinence de ces modèles d'abonnement. Tu vois, en fixe, comme tu disais. Donc là, tu dis que tu payes 1 500 € par mois pour une hotline. Concrètement, qu'est-ce qui est compris dans cette hotline? C'est simplement des questions juridiques? Est-ce qu'il y a des actes? C'est quoi le deal avec Bold? C'est une bonne question. Est-ce que j'ai le détail exact? L'expérience client que nous on en a, c'est à chaque fois qu'on en a besoin, ils sont disponibles. On n'a jamais senti le côté mais en fait vous tirez trop sur la corde, etc. Donc vous respectez pas le deal. Donc non, nous on a toujours eu des gens qui étaient réactifs et disposés à nous aider. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du conseil juridique, que ce soit par écrit ou aussi par téléphone, c'est important de le dire, quand on a besoin de les appeler, quand on a des questions et ça. Des gens qui rentrent dans le détail aussi, donc qui nous disent, mais attends, c'est évidemment des professionnels du droit, donc ils nous disent envoyez-nous vos contrats, envoyez-nous ça, qui bossent les sujets avant. Et quand on fait un call avec eux, rentre dans le détail. Il y a la rédaction de certains actes, effectivement, qui peuvent écrire des lettres de mission, rédiger des contrats, etc. Et donc pour l'instant,
dans toute la vie je dirais, dans tous nos besoins du quotidien, on n'est jamais tombé sur une porte close chez Bold qui nous a dit ah non, ça en fait, on ne peut pas faire quoi. Ouais, très clair. Et la peur de beaucoup de nos clients là-dessus, justement, et on essaie de les rassurer en disant qu'en fait les entreprises n'ont pas que ça à faire non plus, et que si l'abonnement est bien pensé, normalement ça ne devrait pas poser de problème, c'est finalement que le client abuse. J'imagine que tu n'as pas le sentiment d'abuser. Honnêtement, Qu'est-ce que tu répondrais à ces question candidats-là? qu'il faudrait poser à Bold. Mais non, en fait déjà ce que je répondrais, c'est que je pense que beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas c'est notre cas à nous, ont plutôt tendance à sous-utiliser l'abonnement que surutiliser pour une raison fondamentale qui est qu'en fait, nous, on en vient à l'avocat et au droit que dans une forme de dernier recours, ou en tout cas, disons qu'on le fait que quand on est strictement obligé de le faire. Pourquoi ? Parce que ce qu'on pense, c'est que c'est du temps qu'on dépense sur des sujets qu'on aimerait cadrer vite. Et encore une fois, notre objectif à nous, c'est d'optimiser la façon dont on alloue notre temps pour réaliser la boîte et la vision qu'on a envie d'exécuter. Donc, tout le temps qu'on ne consacre pas à du recrutement, du développement du business, de la structuration de process interne, c'est du temps sur lequel nous, on va être très attentifs. On va se dire, en fait, si on peut faire autre chose, on va essayer de le faire, quoi. Donc, il y a cet élément-là. Il y a un deuxième élément qui est qu'à mon avis, j'ai plutôt l'impression que les entrepreneurs n'ont pas de passion, en tout cas les gens que je rencontre ne sont pas passionnés par les sujets de droit et ont plutôt tendance à vouloir expédier un certain nombre de sujets que de creuser, comprendre, aller au fond des problématiques. Et ensuite, souvent, les entrepreneurs sont des gens assez utilitaristes, donc ils ont envie de résoudre les problèmes le plus vite possible. Et voilà. Après, évidemment, ça dépend, j'imagine, des contextes. Il peut y avoir des contextes très conflictuels ou des sujets très complexes, mais honnêtement, depuis que nous, on a commencé à bosser là-dessus, on fait un nombre très limité de sollicitations. Je dirais que si on les sollicite 2 à 3 fois par mois, c'est peut-être le grand maximum, quoi. Ouais, finalement, ce que tu achètes, c'est au-delà du temps illimité de l'avocat, c'est surtout la possibilité de l'appeler quand tu veux et de répondre à tes questions. C'est exactement ça. Et en fait, ce qui nous arrange, c'est de nous dire... je pense que ce qui peut faire peur aussi pour un client, c'est le côté la gestion des honoraires d'un avocat. Ou, chose que j'entends, c'est difficile de le prévoir en amont, ça dépend de la charge de travail. Et je pense que ce qui fait peur aux entrepreneurs, c'est le côté, en fait, je vais poser 3 questions, je vais faire 3 calls et je vais me retrouver avec une facture de 20 000 €, quoi. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on se dit, bon, on sait qu'on ne maximise pas, je dirais, l'usage qu'on pourrait faire de ce service-là, mais parce que ça nous va très bien, parce qu'au fond, nous, moi, on fait appel à des avocats... dire nuance sport. Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sujet en interne, etc. Donc voilà. Et on préfère se dire, on maîtrise notre budget, quitte à pas le maximiser tout le temps, et on sait qu'on a des gens qui seront responsives, qui connaissent nos sujets et qui seront dispo quand on appuiera sur le bouton, plutôt que de se dire, en fait, on va aller négocier un frais ad hoc, où on va se retrouver avec une facture qu'on n'avait pas anticipée. Puis un dernier élément qui est un élément gestion de PNL et de budget, où en fait on sait qu'on provisionne tous les mois 1 500 €, et c'est aussi plus facile à gérer que de se dire en fait 0 € 8 mois de l'année et 20 000 € un mois, quoi. C'est très clair, très clair. Ok, et du coup, tu as l'air globalement très satisfait de tes conseils, mais je vais quand même te poser la question, est-ce que tu es satisfait de McDermott et de Bold et selon quels critères? Ouais, alors si je commence par Bold, on est très satisfait parce que, encore une fois, très réactif. On sent des gens qui ont vraiment envie d'aider les entrepreneurs, qui prennent le temps de creuser les sujets, qui vraiment, on trouve des gens, encore une fois, qu'on trouve très sponsors, donc ça c'est très bien. Et réactifs, donc franchement, on est content. Et aussi, on s'entend bien avec nos interlocuteurs, on se trouve bien accompagné. Et est-ce qu'on est satisfait de McDermott, et je parlerai plutôt du boulot qu'on a fait avec Diana. On est extrêmement satisfait. Moi, je recommande à tous les gens qui me le demandent de travailler avec Diana pour plein de raisons. Première chose, c'est parce que c'est quelqu'un d'incroyablement professionnel. Elle et son équipe, je pense à Maxime, je pense à Antonia, qui ont été aussi très présents, très pro. C'est quelqu'un aussi qui, je trouve, a une forme d'assurance et de comment dire, qui a une lecture critique et business de la négociation,
Et ça, c'est hyper important pour des primo-entrepreneurs. C'était la première fois qu'on négociait ce genre de sujet avec une boîte qui fait 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, etc. Pas facile. Et c'est pas facile et on découvre tous les sujets en même temps qu'on nous les présente. Et avoir quelqu'un qui est capable d'avoir une lecture critique de ce qu'on vous propose, d'anticiper des scénarios qui peuvent être négatifs, etc. Et qui est capable au-delà, parce que c'est évidemment la lecture que nous, on est entrepreneur, c'est est-ce que ça, je le signe, oui ou non? Est-ce que ça, je dis, c'est impossible, jamais de la vie? Est-ce que je le lâche parce qu'il y a d'autres sujets aussi sur lesquels on doit négocier? Et en fait, ça, on se fait son propre avis, mais voilà. Et pour le coup, ce qui était formidable avec Diana et Maxime, c'est qu'ils avaient un avis, une conviction très forte sur certains sujets qui venaient appuyer la nôtre. Et ils identifiaient des risques juridico-business, quoi, parce que c'est toujours un peu à la confluence des deux, sur lesquels ils nous alertaient en nous disant « Mais attendez, moi j'anticipe un vrai risque là-dessus parce que si se passe ci, ça, etc. » Et donc voilà, et ensuite il y a un dernier élément, c'est que je trouve que dans la négociation, dans la capacité à faire passer nos intérêts, à gérer aussi, parce que j'ai découvert la gestion d'un cabinet buy-side, entre guillemets, en face, il y a des sujets pour se faire entendre, pour arriver à canaliser, à négocier, je dirais aussi gérer l'avocat d'en face. Et là-dessus, je trouve que dans la gestion humaine de la relation avec le côté d'en face, elle a été très forte. Très forte. Je trouve qu'elle a fait... Elle a tracé des lignes blanches quand il le fallait, elle a été souple quand il le fallait. Enfin, c'est vraiment aussi des savoir-faire qui vont au-delà du droit, humains, qui sont très très fins pour savoir comment est-ce que, dans une situation très complexe, j'arrive à orienter le deal pour que l'intérêt et la sécurité juridique de mon client priment, quoi. Et ça, franchement, on trouve... Alors, rendez-vous aussi dans quelques années pour voir si ça a été bien fait. Mais en tout cas... au lendemain du deal, on est hyper content et on trouve qu'il y a eu un engagement et une intelligence dans la gestion de ces sujets qui était top. Ouais, hyper satisfait. Est-ce que malgré toutes ces éloges, il y a des choses que tes avocats pourraient améliorer, qui auraient pu être mieux faites, ou des problèmes que vous avez rencontrés qui ont depuis été réglés? Ouais, bien sûr. Déjà, nous, on est... après, c'est aussi la culture d'entreprise, mais nous, on est très attentifs à la pédagogie. Ouais. Et c'est vrai que, de manière générale, on a besoin de tout comprendre. Donc, on n'a pas besoin d'être des techniciens du droit, mais on a besoin de comprendre les sujets, on a besoin de comprendre les risques, on a besoin de comprendre les jurisprudences auxquelles ils font appel de temps en temps. Et le risque de certains avocats, et même si je trouve que c'était plutôt très bien géré par McDermott, mais on peut souvent faire mieux, c'est le niveau de pédagogie pour essayer de comprendre sur telle ou telle clause, sur tel ou tel sujet juridique, comment est-ce que nous on fait pour se l'approprier très rapidement. Il y a des moments où on a dû s'y reprendre à 2-3 fois pour essayer de comprendre, essayer de se dire mais en fait quel est le risque sur des sujets techniques sur lesquels voilà. Donc ça je pense que c'est quelque chose qui pourrait être qui va peut-être pu être mieux géré. Et après écoute, non, je dirais que c'est un peu ça, c'est sur le fait aussi de nous faire grandir, parce que c'est aussi toujours pareil, plus on a le sentiment qu'un avocat nous fait grandir et nous fait comprendre et nous autonomise aussi d'une certaine façon sur la compréhension, pas sur la réalisation des actes, parce qu'on n'est évidemment pas avocat, on n'a pas sujet à le devenir, mais nous rend autonome dans la compréhension des sujets, plus ça va être valorisé et plus on a l'impression qu'on a fait le bon choix, parce que c'est des gens qui nous apprennent à pêcher, quoi. Et ça, c'est important pour nous. Par exemple, ce serait important pour toi de te faire former par ton cabinet d'avocat ? Ouais, je pense. En tout cas, mais, je peux prendre plein d'exemples là-dessus, mais typiquement, sur la rédaction du pack de CID, il y a la gestion de ce qu'on appelle les levers, qui est très importante. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand un associé se sépare. Et là-dessus, je trouve que c'est des sujets qui sont assez techniques, sur lesquels il y a un peu des sujets de jurisprudence. Est-ce que c'est appliqué oui ou non, etc. Et ça, c'est incroyablement important, je trouve, que le cabinet fasse de la pédagogie pour faire comprendre aux fondateurs. Il y a des sujets aussi qui sont très intéressants sur les clauses de tag-along, drag-along. Typiquement, nous, alors on peut comprendre la clause, mais ce que les bons avocats font, je pense, et c'est ce qu'a fait McDermott, c'est expliquer aussi comment cette clause est appliquée. Et ce que Diana nous a dit, c'est qu'en fait, un drag, si tu veux la faire appliquer au tribunal, cette clause-là, ça prend 1 an, peut-être plus, c'est compliqué à mettre en place. Et en fait, c'est tellement complexe
d'aller au bout de ce truc-là, qu'en fait, c'est plutôt un garde-fou qu'un truc sur lequel tu peux appuyer pour faire exécuter rapidement. Bien sûr. Et donc, il y a aussi, là aussi, le sujet de pédagogie qui est important pour nous, c'est il y a comprendre le contexte juridique et en comprendre son application. Et ça, c'est souvent lié à l'expérience des avocats qui sont capables de dire, en fait, dans tel ou tel sujet, j'ai vu ça, avec tel client, il s'est passé ça, etc. Donc, qui sont capables aussi de nous faire bénéficier de leur expérience. Parce que je vois potentiellement 2 grands sujets qui sont connus du côté des avocats dans ce que tu dis. Le premier, qui a l'air assez certain de ton côté, c'est tous les enjeux autour de ce que les avocats appellent le legal design. En fait, comment est-ce que je fais pour rendre très intelligible vis-à-vis de mon client toutes mes notes, mes décisions, les mécanismes juridiques dont tu parles. Ça a l'air d'être assez important. Et il y a potentiellement un deuxième sujet, tu vas me dire si pour toi c'est important, c'est vraiment cet aspect formation. Des cabinets d'avocats sont parfois à même de vendre des formations à leurs clients. Par exemple, tu disais que vous étiez sur le point de passer de 50 à 100 salariés. Sur tous les risques que ça peut impliquer en termes de droit social, de passer de 50 à 100 salariés. Est-ce que ça, c'est des choses, toi, qui te parlent, ou est-ce qu'au contraire, finalement, comme tu disais tout à l'heure, tu vas avoir une relation avec l'avocat uniquement quand il y a un risque ou quand il y a un acte à passer? Non, je trouve que c'est très utile pour plein de raisons. Moi, j'en vois une principale qui est que ça dépend aussi, je pense, du niveau de volonté d'internalisation de la fonction juridique dans les boîtes. Nous, on a plutôt une culture de dire si c'est pas dans le périmètre de ce qui fait la valeur de ce qu'on fait, on préfère que ce soit fait par quelqu'un d'autre parce qu'il vaut mieux des gens dont c'est le cœur de métier. Enfin, il vaut mieux sous-traiter à des gens dont c'est le cœur de métier plutôt que d'internaliser mal, quoi. C'est un peu notre idée. Et donc, ce que j'anticipe, aujourd'hui on est 55 et on verra pour la suite de l'histoire, mais qu'on sera plutôt du genre à internaliser très tard la fonction juridique et ça se voit dans notre gestion des sujets legal aujourd'hui où c'est vraiment pas une priorité majeure, quoi. En tout cas, disons qu'on est beaucoup plus orienté développement sales, développement produit et tech, gestion des process opérationnels, recrutement, etc. que legal. Et donc du coup, par conséquent, si nous on anticipe d'internaliser ça tard, pour le coup, on est très preneur aussi évidemment de formation, d'anticipation de certains risques sociaux ou juridiques. Et là-dessus, effectivement, quand on est un entrepreneur et qu'on ne fait pas appel à un cabinet ou qu'un cabinet ne propose pas de formation, en fait, on découvre certains sujets très tard. Ouais. Et il y a un sujet très précis, je pense, sur lequel qui est intéressant, c'est le passage de la barrière de 50 salariés, où en fait, il y a des sujets de CSE à mettre en place, il y a toute une série de formalismes différents sur lesquels, en tant qu'entrepreneur, on le découvre. Et comment on fait ? En fait, on discute sur WhatsApp avec des gens, avec des copains qui ont monté des boîtes de 100, 150 personnes. Qui sont passés par les mêmes étapes que toi. Exactement. Et alors, on a le droit à un feedback informel, on a le droit, du coup, on a un feedback intéressant, mais il y a toute une série de risques que je suis même peut-être pas capable d'identifier aujourd'hui, sur lesquels on se dit si demain, quand on passe la barrière des 50, notre avocat vient nous former et nous explique les grands sujets, c'est sûr que ça a de la valeur. D'autant plus quand on compte internaliser tard le sujet, quoi. Personne ne t'a jamais proposé de formation sur ce sujet ? Je pense pas, non. D'accord. Je pense pas. Okay. Très clair. Et justement, donc tu le dis, il y a des grands sujets sociaux, en termes de droit social en tout cas, qui arrivent chez Oversea. Est-ce que tu comptes justement pour ça faire appel à un cabinet spécialisé en droit social, ou est-ce que tu penses que tes cabinets ou tes avocats sont à même de gérer ces sujets-là ? Eh bien, écoute, aujourd'hui, je pense que notre stratégie, c'est plutôt de continuer sur le modèle qu'on a avec Bold. D'accord. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets qui sont un peu une forme de one-off. Ça veut dire que, tu vois, on a eu notre tout premier congé maternité. En fait, on n'avait jamais géré un congé maternité ou un congé paternité, par exemple, parce qu'on a le premier aussi. Ouais. Et en fait, ça, on découvre, on demande la question, on dit quel est le formalisme, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on s'accompagne, quelles sont les gestions, quelle est la gestion de la rémunération, etc. Donc, on a pas mal de sujets qui se présentent pour la première fois et sur lesquels on se dit, une fois qu'on l'a vu une fois, on est relativement autonome, on comprend, on met en place des process et ensuite on duplique, quoi. Donc aujourd'hui, je dirais que sur toute une série de ces sujets-là, on est assez content comme ça. Après, il y a aussi un autre élément qui est assez particulier à nous, c'est qu'on a accès au support de la direction juridique d'un grand groupe, aussi via le groupe Bolloré, ou si on a une question spécifique. Vous pouvez venir vers Bolloré pour vous poser les questions. Oui, tout à fait. On l'a déjà fait sur des sujets de formalisme. Il nous accompagne sur la gestion, par exemple, de la tenue de nos conseils d'administration. Il rédige des PV d'AG. Enfin voilà, on est aussi, je dirais, encadré sur une série de process juridiques internes
qui fait qu'on se dit qu'entre la flexibilité et la réactivité de Bold, et éventuellement pour des sujets très spécifiques, la direction juridique interne du groupe Bolloré, je pense à Eric Hamar qui est un allié exceptionnel sur le sujet, on est quand même plutôt bien couvert. Ouais. Donc on se dit, voilà. Mais là, le sens de l'histoire aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on a des problématiques qui sont différentes, on va s'internationaliser, donc on va avoir des sujets de droits sociaux dans des pays différents. Le sens de l'histoire, évidemment, c'est d'être accompagné ensuite par soit des spécialistes, soit des généralistes qui savent traiter tous nos sujets, quoi. D'accord. C'est intéressant, des généralistes qui savent traiter tous nos sujets. Il y a quelques jours, on a eu un débat avec pas mal d'avocats. On a sorti un article qui s'appelle « Les bons cabinets d'avocats généralistes n'existent pas ». En fait, en disant que tous les avocats généralistes qui, justement, avaient apporté vraiment de la valeur à leurs clients, en réalité, étaient multispécialistes. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que client ? J'ai envie de te dire, je suis convaincu par la théorie, tu vois, de dire de la même façon que, encore c'est un peu le sujet dont je te parlais, de dire nous, on veut travailler avec des experts, donc on préfère travailler avec 10 personnes différentes qui sont experts de ce qu'ils font plutôt qu'un moyen. Et par ailleurs, c'est ce qu'on dit à tous nos clients, c'est il vaut mieux travailler avec plusieurs commissaires de transport excellents qu'un moyen. Donc ça carrément. Après, ça dépend aussi de la profondeur et la technicité de ton besoin, où aujourd'hui, encore une fois, on est sur des sujets qui sont relativement simples, de gestion de congés paternité-maternité, gestion de certains sujets de RTT, de report de certaines choses, qui sont aussi, je dirais, sur des périmètres très variés, en fait, sur presque de la comptabilité, un peu de fiscalité, etc., sur lesquels on se dit aujourd'hui, nos besoins sont tellement peu techniques que travailler avec des gens qui savent tout traiter, même si ce n'est pas des experts de ça, ça nous va. Encore une fois, sur des sujets qui, pour le coup, étaient très spécifiques, comme nos sujets de levée ou ce qu'on a pu faire avec Diana, là, on préfère aller chercher des gens qui savent, qui sont experts de ce qu'ils font. Donc finalement, d'accord. En fait, sur les besoins assez light en termes d'expertise, finalement, justement, on ne va pas chercher un expert juridique. Par contre, on va chercher un expert du prix. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne montent pas sur des opérations complexes. Oui, exactement. Et nous, ce qu'on va chercher aussi, c'est une forme de lecture simple. Voilà. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est avoir le bon niveau de complexité par rapport au niveau de complexité de notre demande. Typiquement, quand on a une question sur la gestion d'un congé paternité ou maternité, idéalement, on veut un process, éventuellement une jurisprudence qui nous explique dans quel cadre est-ce que ça peut être bien utilisé, mal utilisé, etc. Mais on n'a pas besoin d'avoir accès au texte de loi, rentrer dans le détail, etc. D'accord, très clair. On arrive vers la fin de ce podcast. J'ai peut-être une dernière question. Une prise de participation majoritaire de Bolloré, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, c'est une opération un peu hors norme. Est-ce que ça a changé ta relation à tes avocats ? Oui, forcément, notamment et en fait principalement avec Diana et McDermott, parce que ce que je comprends, c'est que la relation avec des avocats, ça se construit aussi dans la difficulté, ou disons que c'est aussi dans les opérations complexes qu'on découvre la qualité des gens avec lesquels on travaille, qu'on apprend aussi à se faire confiance et qu'on voit la valeur qui est créée. Et ce qui est certain, c'est que dans notre relation avec Diana, Maxime, Antonia et McDermott, il y a un avant et après ce deal, parce qu'avant, on les avait testés sur des opérations relativement simples sur lesquelles on était très satisfaits, mais bon, on avait un niveau de complexité relativement faible et donc il n'y avait pas la place pour nous pour un wow effect, disons. Alors que là, après avoir vécu ce qu'on a vécu, qui est quand même une négociation intense pendant 4 mois, on a pu mesurer tu vois, le savoir-faire, l'intelligence, le professionnalisme dans des conditions qui sont à balles réelles, quoi, tu vois. Et donc du coup, tu ressors de là avec une conviction beaucoup plus forte, avec une forme de fidélisation beaucoup plus forte, où tu vois, quand tu as fait ce genre de truc, tu te dis, bah ouais, demain j'ai un autre sujet très très compliqué à gérer, je me pose même pas la question, quoi. C'est clair. Donc, c'est très clair. Ok. Est-ce que tu veux garder le mot de la fin, que ce soit pour tes conseils actuels ou pour les autres avocats, jeunes avocats qui nous écoutent ? Ouais, alors encore une fois, j'en ai parlé plusieurs fois, mais un des points les plus importants pour nous, c'est la pédagogie des gens avec lesquels on travaille. Et ce que nous, on apprécie et ce qu'on recherche, c'est des gens qui sont capables de nous faire comprendre et de nous faire grandir.
c'est spécifique aussi, parce qu'on est des primo-entrepreneurs. Peut-être que des gens qui ont 30 ans d'expérience, qui ont monté une quinzaine d'entreprises, ils ont peut-être des besoins différents, et encore j'en doute, mais nous, vraiment, le point important et sur lequel on attache énormément d'importance, c'est nous aider à comprendre. Et plus on sent nos avocats disposés et moteurs pour nous aider à comprendre les choses, plus on est content. Et plus derrière nous, dans notre quotidien d'arbitrage de chef d'entreprise, on se dit « Ok, en fait, je comprends le périmètre que j'ai le droit de respecter, je comprends les schémas juridiques. » Donc, je me sens aussi plus à l'aise dans ma gestion des sujets, quoi. Et en plus, c'est aussi des sujets de curiosité où je trouve que le droit est quand même un domaine super intéressant. Et plus on trouve des gens qui sont capables de nous intéresser et de nous expliquer ça, plus on est content, quoi. Donc soyez pédagogue, ouais. Très clair, je pense que le message est passé. Arthur Varias, merci beaucoup. Merci Jérôme. C'était vraiment très intéressant et je vous souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. C'est sympa. Merci, salut Arthur. Ciao. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. À bientôt.